je vais vous présenter le travail qu'on a mené grâce à Organéo, Ritmo et le LabOCA pour rechercher des micro-organismes dans les produits résiduaires organiques. Donc, pour ce projet, on a préparé ça avec les acteurs, alors pas nécessairement en Ritmo, mais en tout cas avec d'autres acteurs type la FNAD, type les composteurs méthaniseurs de France. Voilà, on a travaillé avec plusieurs acteurs de la thématique de la valorisation, enfin du traitement, pardon, des matières organiques. Ensuite, l'idée dans ce travail-là, c'était d'identifier quels étaient les produits résiduaires organiques qui étaient potentiellement sources de microplastiques pour évaluer des flux potentiels sur les terres agricoles et tâcher le cas échéant sur l'identification d'un certain nombre de leviers d'action pour la réduction de ces flux. Sachant que là, aujourd'hui, l'objectif était bel et bien finalement d'avoir une photo des contaminations qui étaient dans les produits résiduaires organiques. Et en termes de levier d'action, en fonction de la photo qu'on aura, on aura peut-être une identification de levier d'action, mais l'idée n'était pas d'avoir une recherche sur comment est-ce qu'on peut agir sur chacun des produits résiduaires organiques. Ce n'était pas l'objectif. Donc les sites échantillonnés, donc je vous faisais par des acteurs avec lesquels on avait travaillé en amont de la rédaction du cahier des charges pour savoir quels étaient les produits résiduaires organiques qui étaient pertinents dans le cadre de notre étude. Donc on a fait sur chacun des sites, on a essayé de connaître quels étaient le type de procédé, s'il y avait un pré-traitement de la matière organique, le type de produits entrants, la variation saisonnière de la quantité et de la qualité des produits qui étaient entrants et des sources potentielles de microplastiques qui pouvaient être internes et externes au procédé. Donc là, je vous montre où ont été faits les échantillonnages et la nature des produits résiduaires organiques qui ont été caractérisés. Donc là, la nature des familles de pros sont finalement assez rassemblées parce que dans chacune d'elles, comme vous le voyez dans le tableau, il y a différents types par exemple, pour les composts, il y a des composts de déchets verts, il y a des composts de déchets déchets de cuisine et de table qui viennent des gros producteurs ou alors, enfin, si c'est des déchets alimentaires, pardon, qui viennent des particuliers ou qui viennent des gros producteurs. Des digestats, de la même manière, il y a des digestats d'effluents d'élevage ou des digestats de déchets de cuisine et de table. Enfin voilà, il y a différents types de familles qui sont agrégés dans ce tableau-là. On a eu 2 échantillons par nature de famille et un échantillon était analysé en triplicats. Ça veut dire qu'il y a 166 échantillons qui ont été analysés. Et si vous vous rappelez de ce que je vous ai montré dans les méthodes, on arrive avec des échantillons qui sont tamisés. Donc, chaque grille de tamisage à sec, finalement, va fournir un sous-échantillon qu'il va falloir lire. Et ensuite, il y a tout l'aspect, finalement, traitement par densimétrie où on met les échantillons dans du sel pour essayer d'aller chercher les plus petits microplastiques. Et là également, on se retrouve avec des filtres qu'eux aussi, il faut caractériser. Donc, ça a été très, très long à faire. Là, je vous ai mis le détail de l'ensemble des familles qui ont été considérées. Et donc là, ça représente un nombre de sites. Non, ce n'est pas nécessairement un nombre de sites complètement qui ont été échantillonnés parce que sur chacun d'eux, on pouvait avoir plusieurs natures de produits résiduaires organiques. Mais ça vous montre les 83 échantillons qu'on a considérés. Avec les familles sont représentées à droite et ça vous montre la dispersion de chacune des familles dans la nature des produits qui ont été considérés. Pour les boues, il y avait des boues liquides rurales et des boues solides urbaines, par exemple. Donc pour la méthode, je vais passer très vite dessus. Il a fallu fabriquer un protocole parce que le protocole, je vous ai montré dans les méthodes, finalement, il n'y a rien aujourd'hui qui est complètement finalisé, donc il a fallu le mettre au point. Donc ça a été fait avec différents types
d'étapes avec une validation du protocole pour s'assurer que finalement on retrouvait bien, on arrivait à extraire un rendement qui était suffisant en fait dans le protocole qui était mis en œuvre, et ensuite une élimination de la matière organique pour avoir des filtres qui sont lisibles, et ensuite la définition d'une méthode de lecture des filtres qui se sont faits en infrarouge dont je vous parlais tout à l'heure, et notamment en micro-infrarouge, où les filtres ont été lus sous ce microscope qui lançait des infrarouges à transformer de Fourier. Et ensuite, ça a été géré par un logiciel qui s'appelle Simple, mais qui n'apparaît pas ici, qui a fait des traitements statistiques sur les fractions de filtres qui ont été analysées pour pouvoir globaliser l'observation à l'ensemble du filtre. Donc voilà, c'était ce que j'étais en train de vous expliquer. J'avais oublié que j'avais celle-là. Donc c'est des différentes étapes qui ont été mises en œuvre, et ça notamment sur les références bibliographiques des gens de l'Université de Bretagne Sud, de l'IRDL, comme ça apparaît ici sur le graphique. Et les analyses ont été faites chez Labocea, où là, c'est eux qui ont fait la micro-FTIR et la TR-FTIR, où ils ont pu calculer le nombre, le nombre, et la masse, ça a été fait après par des hypothèses, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc voilà, pour vous donner une idée à quoi ressemble un filtre. Là, on est sur des microplastiques qui sont au-dessus d'1 millimètre, où on voit finalement un certain nombre de résidus qui ont été caractérisés avec des questions qu'on s'est posées qui sont sur des décolorations. Est-ce que ça peut être à cause de l'eau oxygénée? Il y a des restes de ficelles, il y a des mousses pâles. Enfin, c'est pour vous montrer la diversité des formes qu'on peut observer lorsqu'on fait ces extractions. C'est plus pour imager mon propos. Donc, si on passe au résultat, donc là, en fonction de la nature des microplastiques, là, ce sont des tailles de plastique qui correspondent à des fractions qui sont entre 250 microns et 2 mm. Comme la variabilité intra-pro pour chacun des pros qui a été échantillonné est très forte, on a estimé que chacun des échantillons pouvait être considéré comme un échantillon unique. Donc aujourd'hui, on a 166 duplicats et un triplicat qui nous permettent de présenter les résultats. On se rend compte que dans les échantillons qu'on a, aujourd'hui, en termes de nombre de particules de microplastique, on a surtout du polystyrène. Et ensuite, du polypropyène, du PE, du PET, qui représentent 83% des MP identifiés. Alors, c'est intéressant de se rendre compte que c'est le polystyrène qu'on retrouve le plus, parce que c'est un résultat au regard de ce qu'on voit dans la bibliographie quand on parle des microplastiques, qui est entre guillemets étonnant. C'est-à-dire que souvent, ce n'est pas le polystyrène qui est trouvé comme étant le premier apparaissant en termes d'occurrence. C'est en général plutôt le PP ou le PE plutôt que le polystyrène. Et ça, c'est lié à l'échantillon que l'on avait. C'est-à-dire que notamment sur des produits qui sont issus d'un traitement mécano-biologique ou alors d'un traitement des déchets de cuisine et de table, le polystyrène est relativement présent dans ces échantillons-là. Donc c'est ce que je vous disais, c'est relativement spécifique à cette étude. Si on a un nombre moyen de particules par classe, on se rend compte que en fait, si on met un seuil à 2 mm, eh ben, la majorité des particules, et le seuil à 2 mm, enfin, vous vous en doutez, n'est pas choisi par hasard, puisque c'est la granulométrie qui va arriver avec la nature, avec le socle commun, qui selon toute probabilité, ne devrait pas trop tarder à être officiellement promulgué, si j'ai bien compris. Donc, en fait, la majorité des microplastiques se trouve en dessous de 2 mm. Donc, en fait, la réglementation qui arrive va effectivement permettre de mettre un seuil qui va permettre de réguler un petit peu les apports au sol de microplastiques, mais la réelle source de microplastiques sera en dessous de 2 mm. Sachant qu'aujourd'hui, comme on l'a vu un petit peu en amont, les impacts associés à cet apport au sol sont à ce jour assez peu connus. Si on passe sur le nombre de microplastiques
dans les différents produits. Alors, ouais, je suis désolée, c'est sans doute assez peu lisible. Donc, quand vous aurez les diapos, vous pourrez sans doute grossir et le voir mieux. On se rend compte de deux choses. Les barres qui sont en haut permettent de dire quelles sont les différences statistiques entre les différentes familles. Donc, on se rend compte que ouais, en fait, c'est dommage parce que j'arrive pas à avoir une flèche qui vous permette où je pourrais vous montrer les différents produits. En tout cas, les composts de traitement mécano-biologique, qui doit être la 4e famille en partant de la gauche, et oui. Oui, enfin, si tu veux montrer, en fait, il faut que tu choisisses le pointeur laser dans ton mode présentateur. Et il y a un petit, en bas à gauche, normalement, il y a un truc qui dit que tu peux sélectionner le pointeur et tu peux mettre laser et on verra du coup. Sinon, c'est pas très grave. Oh, merci Muriel. Voilà, de rien. Donc voilà, là c'est vachement mieux. Donc ça, là, ce sont les TMB et dont on voit qu'ils sont, d'un point de vue statistique, les plus chargés en microplastique. On se rend compte également que les composts alors où est-ce qu'ils sont les effluents bruts sont finalement assez peu chargés, de la même manière que sur les digestats agricoles. Ce sont deux familles qui sont finalement assez peu chargées au regard des autres, en termes de microplastique. Et on se rend compte également dans cette famille-là, alors qui n'a pas vocation à retourner au sol, puisqu'il s'agit des pulpes de déconditionneurs qui ont été intégrés dans les produits qu'on a analysés. Et cette famille de produits résiduaires présente finalement une assez forte dispersion, en tout cas par rapport aux autres familles. Peut-être que là, on a quelque chose à jouer en termes de prévention sur la contamination, puisque là, on est vraiment sur un traitement en tant que tel, plus que sur les autres familles de produits qu'on observe ici. Si on rentre dans le détail, pour les boues de station d'épuration, là, il y a différentes natures de boues, que ce soit des composts, que ce soit des digestats, ou que ce soit des boues liquides toutes seules. Finalement, on ne voit pas réellement de différence au sein de cette famille de produits résiduaires organiques. Si on est sur une famille, là, sur les particules dans les digestats et les pulpes de déconditionnement, on se rend compte que les digestats agricoles sont les moins contaminés, et c'est statistiquement significatif, au regard des digestats de boues de station d'épuration ou de déchets de cuisine et de table ou de gros producteurs qui sont aujourd'hui ramassés dans la famille que je vous présente. Et c'est la même chose au regard des pulpes. Même là également, on retrouve cette dispersion de cette famille de produits résiduaires. Si on regarde sur les composts et les broyats, finalement, là, statistiquement, on ne voit pas de différence significative entre les broyats de déchets verts, je n'ai pas été assez explicite sur ce que veut dire broyat, sur les broyats de déchets verts et sur l'ensemble des autres effluents, enfin des autres traitements de matières organiques qui ont abouti à un compost. On avait choisi les broyats à un moment en se disant peut-être qu'on verra que c'est le broyat qui est la source finalement des microplastiques qu'on peut retrouver dans différents types de compost, mais vu l'ensemble là, au bout du compte, on ne sait pas vraiment comment interpréter cette information-là, puisque toutes ces familles qu'on a sous les yeux sont toutes contaminées finalement de la même manière d'un point de vue strictement statistique. Et on note que les composts, notamment de déchets de cuisine et de table, sont statistiquement finalement contaminés de la même manière qu'un compost de déchets verts. Si on est sur les composts issus de traitements mécanobiologiques qu'on compare à d'autres natures de compost, on se rend compte que cette nature de compost de traitement mécanobiologique est plus contaminée que les autres natures de compost. Et de la même manière, ils sont plus contaminés que les broyats qu'on a analysés. Alors effectivement, vous verrez qu'il y a en dessous de chacune des natures de produits résiduaires organiques le nombre d'échantillons et que les comparaisons sont
parfois sans doute un petit peu difficile, enfin les traitements statistiques ne sont pas toujours simples à faire, parce que quand on a un n qui est égal à 6 versus un n qui est égal à 36, il faut choisir des tests stats qui permettent de considérer ces échantillons, ce nombre d'échantillons qui sont assez éloignés. Ensuite, pour ce que sont les composts d'effluents d'élevage et les digestats agricoles, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence entre ces différents types de nature de produits résiduaires organiques. Statistiquement, c'est assez faux. Enfin, c'est assez n'importe quoi. C'est relativement semblable. Là, on a regardé quels étaient les impacts du déconditionnement des biodéchets sur les composts de DCT, et les composts et les digestats de DCT et de gros producteurs. On se rend compte que les composts avec déconditionnement sont statistiquement non différents des composts de DCT sans déconditionnement. Cela étant, visuellement parlant, on se retrouve quand même avec des échantillons qui semblent plus chargés chez les DCT avec déconditionnement que chez les DCT sans déconditionnement. On retrouve un petit peu la même chose au niveau des digestats, c'est-à-dire que les DCT avec déconditionnement, même si statistiquement il n'y a pas de différence entre ce DCT avec déconditionnement et un DCT sans déconditionnement, visuellement parlant, le déconditionnement semble avoir un impact sur la concentration des produits résiduaires en microplastique. Donc l'impact des procédés sur les teneurs en microplastique, nos prestataires ont regardé un certain nombre de pré-traitements. Donc il peut y avoir des pré-traitements qui sont le tri manuel des intrants, et typiquement là on est sur les déchets des particuliers, donc des déchets de cuisine et de table des particuliers qui sont traités en amont. Et ensuite il peut y avoir des traitements, et notamment quand on traite des déchets des gros producteurs, ça peut être de la dépalettisation, ça peut être du criblage, ça peut être de la granulométrie, ça peut être du dégrillage. Il y a plein de systèmes de pré-traitement qui existent. Et de leur point de vue, le système de pré-traitement peut montrer qu'avec un pré-traitement, il peut y avoir un bénéfice sur la concentration dans les différents composts de DCT et les digestats de DCT et de gros producteurs. Bon, statistiquement, ça ne se voit pas, le nombre d'échantillons reste faible, on est d'accord, mais on peut peut-être voir émerger un levier d'action sur la contamination des pulpes dans un premier temps et des produits résiduaires organiques, des matières fertilisantes et supports de culture qui sont produites à l'issue de ces pulpes. En termes de flux de microplastiques, donc il a été calculé quelle était la quantité de microplastiques qui pouvait être apportée sur les sols lors de la valorisation des matières fertilisantes. Et entre les différentes familles, on se rend compte que, c'est sans trop grosse surprise, c'est les composts de traitement mécano-biologique qui apportent le plus de particules de plastique au sol. Et de manière générale, pour les pros d'origine 100% agricole, on est à 1,3 million de microplastiques par hectare et par an, alors que pour les composts de TMB, on est à un facteur 1000 avec 1 milliard de microplastiques par hectare et par an pour ces composts-là. Si on fait une comparaison avec la bibliographie, sachant qu'il y en a relativement peu, parce que les choses sont assez neuves en termes d'acquisition de connaissances, il y a eu une expertise collective qui a été menée par l'INRAE et le CNRS et qui a été présentée au mois de mai 2025 et qui concernait les plastiques utilisés en agriculture ou en alimentation, et qui permettait de caractériser leurs usages, leurs propriétés et les impacts qui y étaient associés. Et donc, vous avez la référence ici où vous pourrez aller chercher d'abord la présentation, ensuite les résumés et j'espère dans assez peu de temps le rapport final, sachant que le rapport final fait plus de 1500 pages, mais vous pourrez aller, entre guillemets, grappiller dedans toute une actualisation de la connaissance scientifique et une compilation de cette connaissance-là. Et donc, dans ce texte-là, que l'ADEME a accompagné, donc j'ai la version juste pré-finale du rapport complet,
on trouve jusqu'à 14 millions de microplastiques par hectare et par an pour les effluents d'élevage en Europe, ce qui est finalement compatible avec ce qu'on a observé ici, à un petit facteur 10 près, entre guillemets, sachant que je vous rappelle qu'en termes de méthode, on est toujours avec des méthodes qui sont différentes et que les comparaisons ne sont pas toujours très heureuses. Enfin, en tout cas, si on ne connaît pas les différentes méthodes, il faut prendre quelques précautions et mettre des guillemets un petit peu partout quand on compare les résultats. Et on est pour les boues de station d'épuration jusqu'à 27 millions de particules. Oui, j'ai oublié de mettre millions, de particules par hectare et par an en France pour les boues, ce qui correspond à ce qu'on a trouvé. Voilà, pour les boues, on est plutôt à quelque chose entre 5000, on est en moyenne, on est sur 6 000. Donc c'est finalement assez comparable aux écarts de méthode près sur ce qui a été retrouvé dans ce travail-là. Ensuite, il y a eu un exercice qui a été fait qu'il ne faut pas lier à ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que sur chacun des filtres qui a été analysé, on avait une idée de la nature de la particule qui était considérée et il y a des calculs de modélisation qui ont été faits pour essayer d'estimer quelle était la masse de la particule qu'on observait. Donc ça va dépendre de sa nature en tant que telle, parce qu'un PS ne pèse pas, n'a pas la même densité qu'un PET par exemple. Donc il faut partir de ces hypothèses-là et ensuite poser d'autres hypothèses sur l'épaisseur de la particule. Enfin, c'est quelque chose qui est un petit peu exploratoire, mais ça nous permet de passer à une étape de contamination massique de l'environnement. Donc on estime aujourd'hui, en tenant compte de toutes les hypothèses que je viens de vous expliquer, qu'aujourd'hui, pour les pros d'origine agricole ou agroalimentaire, on a une dizaine de grammes par hectare et par an qui sont épandus via ces produits résiduaires organiques. Mais par contre, on a jusqu'à plus de 125 kg par hectare et par an pour les composts de traitement mécanobiologique. Sachant que ce que je vous estime là, c'est une estimation, ce que je vous explique là, pardon, c'est une estimation haute au regard de la différence de distribution des particules, des échantillons entre eux, des concentrations des échantillons entre eux. Alors, quand on fait ce genre de calcul, on se rend compte que les déchets avec les composts avec des déchets de cuisine et de table apportent un afflux massique de microplastiques vers l'environnement qui est plus fort que les composts sans déchets de cuisine et de table. Il y a là aussi sans doute un enjeu sur les composts de cuisine et de table, ou même que ce soit pour les digestats, comme on le dit en dessous, comme c'est écrit en dessous, parce que les digestats avec DCT et biodéchets amène la de 30 en plus de microplastiques vers l'environnement par rapport aux digestats qui sont à 100% agricoles. Et voilà, et un facteur de 4,5 par rapport aux digestats de bout de station d'épuration. Donc là également, on voit émerger qu'il y a des familles sur lesquelles il faudrait qu'on puisse être capable de trouver notamment des moyens de gestion. Et ça semble plus facile pour un digestat, par exemple, avec un déconditionneur en amont, que pour les digestats agricoles, où finalement la contamination est beaucoup plus, beaucoup plus fluide, enfin beaucoup plus vaste en fait, parce qu'on a des plastiques agricoles qui sont utilisés, des plastiques qui peuvent être par exemple mangés par les animaux quand ils sont au champ. Il y a plein de choses qui sont plus difficiles à gérer dans ce genre de situation. Si on regarde les seuils réglementaires actuels, où on est sur du 5 mm et à venir sur du 2 mm, on se rend compte qu'il y a finalement dans les échantillons qu'on a considérés, peu qui ne passent pas le seuil de 5 mm et un petit peu plus qui ne passent pas le seuil de 2 mm. Là également, cette conclusion-là, elle est intéressante parce qu'elle montre que finalement, le seuil réglementaire ne va pas éliminer énormément de populations, mais une fois que j'ai dit ça, il faut que je vous ramène
aux méthodes qui ont été utilisées. Les méthodes qui ont été utilisées dans ce travail-là ne sont pas les mêmes méthodes que celles qui sont utilisées pour caractériser les produits résiduaires organiques pour les tailles de 2 mm et de 5 mm. Ce sont celles qui sont référencées dans la norme NFU 44051 et ce n'est pas cette méthode-là qui a été utilisée. Donc, il pourrait être normal que les échantillons analysés avec la norme spécifique notamment citée dans la NFU 44051, les résultats pourraient être pas tout à fait les mêmes. Il faut prendre une précaution aussi sur les conclusions qui sont portées ici. Donc, en conclusion sur ce travail-là, donc la source des microplastiques, on a vu qu'elles étaient essentiellement dans les échantillons collectés pour ce travail-là, liés aux emballages alimentaires, ce qui est finalement assez logique, puisqu'on était avec beaucoup de déchets de cuisine et de table, on était sur des déchets des gros producteurs, et on était sur des traitements mécanobiologiques également, donc ça paraît logique qu'on arrive à cette conclusion-là. Les produits résiduaires organiques les moins contaminés sont ceux qui ne contiennent pas de déchets de cuisine et de table, donc c'est-à-dire les effluents d'élevage et les broyats de déchets verts. Alors, les catégories qui pourraient être à réduire, eh bien, le polystyrène représente 35% de ces matières, de ces microplastiques, pardon, pour 6,2% de la demande en polymère sur le plastique en Europe. Ça veut peut-être dire que derrière, on pourrait avoir une question sur l'extension des consignes de tri et pourquoi est-ce que ces PPS se retrouvent là, si on met de côté les déchets des gros producteurs, pourquoi est-ce que ces produits-là se retrouvent soit dans les déchets de cuisine et de table des particuliers, soit dans les poubelles d'ordures ménagères résiduelles, qui, elles, ont vocation à aller en traitement mécano-biologique pour un certain nombre de communes. Ensuite, comment diminuer la présence de plastique? Il y a la notion de sobriété d'usage des plastiques qui paraît être une situation, enfin une conclusion finalement assez logique. Sachant que c'est l'objectif, mais c'est pas nécessairement, on va pas y arriver tout de suite, on s'en rend bien compte. Par contre, c'est ce que je disais un petit peu au-dessus, c'est que la qualité du tri à la source semble complètement primordiale. Il faut qu'on soit capable de sortir des poubelles de déchets de cuisine et de table ou des poubelles de la poubelle grise, des ordures ménagères résiduelles, des produits qui sont issus de déchets alimentaires et qui sont ceux qui sont encore emballés, enfin tous ces emballages-là doivent partir de côté pour qu'on puisse arriver à avoir des composts issus des déchets de cuisine et de table des particuliers qui soient plus propres que ce qu'ils ne sont aujourd'hui au regard des microplastiques. Ensuite, les performances du déconditionnement peuvent sans doute également influer sur l'abattement des microplastiques en fonction de la nature des procédés industriels qui sont choisis. Et il pourrait y avoir, c'est une hypothèse, même si elle mérite d'être bougrement challengée, de travailler sur des matériaux biodégradables dans des conditions physico-chimiques, des procédés dont on sera certain que ces matériaux biodégradables seront bel et bien dégradés lors d'un compostage qui sera mené de manière correcte pour qu'on puisse permettre cette élimination. Et là, normalement, j'en ai fini et j'attends vos questions si vous en avez.